Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. En ce lundi 2 mars 2026, on a un objectif assez ambitieux aujourd'hui. Oui, très ambitieux, mais indispensable. Exactement. Le but pour quiconque cherche à s'informer vraiment en profondeur, c'est de faire un pas de côté. On ne veut pas se noyer dans l'actualité quotidienne, les polémiques de la semaine, tout ça. Non, l'idée, c'est de prendre de la hauteur. Voilà, on cherche plutôt une clé de lecture, ce moment de révélation, le fameux le aha, qui permet enfin de comprendre les fractures de notre société. Et pour ça, on va s'appuyer sur une source majeure. Absolument. On se plonge dans un ouvrage qui a vraiment fait l'effet d'un électrochoc en 2014. C'est le livre du géographe Christophe Guilloux, La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires. Un livre qui n'a rien perdu de sa pertinence, d'ailleurs. Migration, le multiculturalisme. Voilà, tout ce qui fâche, habituellement. Mais notre démarche ici, elle est purement analytique. On regarde une carte, froidement. On est des cartographes, en fait. C'est ça. On ne prend aucun parti, on ne cautionne aucune idéologie, qu'elle soit de gauche ou de droite. On se contente de rapporter les observations de l'auteur. Ce n'est pas un meeting politique. Et c'est la bonne posture à adopter. Parce que ce texte, il fonctionne un peu comme un sismographe. D'accord. Il capte des secousses que nos vieux instruments politiques ne voient plus du tout. En fait, pour bien comprendre l'approche, imagine une grande carte topographique. Vue du ciel? Oui, vue du ciel et de nuit. Tu verrais des zones ultra-lumineuses, très concentrées, qui brillent de mille feux. Les grandes métropoles. Exactement. Et tout autour, ces immenses zones d'ombre, des territoires entiers qui ont l'air d'avoir disparu des radars. Et la thèse de l'auteur, c'est que pour comprendre nos crises actuelles, il faut arrêter de regarder la société avec le vieux clivage gauche-droite. Ce serait obsolète selon lui. Complètement. Et il faut aussi tordre le cou au mythe très rassurant de la grande classe moyenne majoritaire. Bon, décortiquons tout cela, parce que c'est une idée reçue massive qu'il détruit d'entrée de jeu. La classe moyenne a implosé. Elle n'existe plus telle qu'on se l'imagine, en effet. Il pointe un paradoxe qui m'a scotché. La mondialisation est un succès économique monumental, on crée de la richesse comme jamais. Mais cette richesse ne ruisselle pas partout. Voilà, elle est captée par certains territoires hyper précis. C'est le triomphe absolu de la métropole. Si on reprend notre carte de nuit, ce sont ces grands halos de lumière. Paris, Lyon, Toulouse. C'est l'économie déterritorialisée en action. C'est ça. Pour te donner un chiffre frappant issu de la source, ces grandes agglomérations produisent les 2 tiers du PIB national. Les 2 tiers. Juste sur ces petits points lumineux. Oui, c'est un modèle d'une efficacité redoutable. Mais, et c'est là le cœur du problème, c'est un modèle profondément inégalitaire par nature. Comment ça fonctionne concrètement à l'intérieur de ces métropoles? Ça regroupe 2 extrêmes. En haut, tu as les grands gagnants de la mondialisation, les cadres supérieurs, les professions intellectuelles, Ceux qui font tourner l'économie de la connaissance, celles d'une autre population. les emplois de service. Des emplois peu qualifiés, souvent précaires, et aujourd'hui, cette main-d'œuvre, ce sont essentiellement les immigrés récents. Donc on a les très riches et les très précaires qui cohabitent dans le même écosystème. C'est exactement ça. Et au passage, l'auteur détruit un autre grand mythe sur cet écosystème, celui des banlieues. Ah oui, le discours habituel sur les banlieues abandonnées, déconnectées du système. Selon l'étude, c'est faux. Ces quartiers ne sont pas du tout hors du système. Ils sont parfaitement intégrés à l'économie mondialisée. C'est fou de se voir ça sous cet angle. Il est décrit comme des sas d'intégration, non? Oui, des sas ultramobiles. Ce sont des zones où le turnover est énorme. Les nouvelles vagues d'immigration arrivent là, prennent ces emplois de service. Et ensuite, Ça produit très vite une nouvelle petite bourgeoisie issue de cette immigration. Et dès qu'ils s'élèvent socialement, ils partent. Et d'autres arrivent. donc la machine fonctionne à plein régime en fait. Elle est redoutablement efficace. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on résume, la métropole garde les cadres supérieurs d'un côté et les minorités ou immigrés récents de l'autre. C'est ça. Mais mathématiquement parlant, ça ne fait pas la majorité du pays. Elle est passée où, la majorité de la population? Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette réponse géographique. La majorité, elle vit dans la France périphérique. Qui représente plus de 60% de la population d'après les chiffres. 60%, oui. Et pourtant, ils échappent totalement au radar médiatique, parce que le projecteur est braqué sur le face-à-face centre-ville contre banlieue. Alors c'est quoi exactement cette France périphério? C'est qui? Ce sont les petites villes, les villes moyennes, les zones rurales. Et une catégorie très spécifique que l'auteur appelle le périurbain subi. Le périurbain subi, ça c'est un concept qui fait mal quand on lit les exemples concrets. L'exemple du canton de Brignoles m'a beaucoup marqué. Oui, c'est très représentatif. On parle d'employés, d'ouvriers qualifiés, qui ne s'éloignent pas des villes pour le plaisir d'avoir un grand jardin à la campagne. Non, c'est une contrainte purement financière,
Les prix de l'immobilier dans les métropoles les chassent littéralement. C'est l'éviction foncière, ils se retrouvent à Brignoles et là, ils sont piégés par la géographie. Piégés par les coûts de transport surtout. Quand tu habites là-bas, tu es obligé d'avoir 2 voitures par foyer. Il n'y a pas le choix. Et au-delà de ce périurbain, il y a la réalité des petites villes frappées par la désindustrialisation, des drames silencieux. Totalement silencieux. Le livre cite le cas de Revin, dans les Ardennes. Ah oui, l'usine Electrolux. C'est ça. Fermeture de l'usine, 400 salariés sur le carreau. Vu de Paris, 400 emplois, on se dit que c'est un plan social parmi d'autres. Sauf que Revin, c'est 7000 habitants. 400 emplois directs perdus là-bas, c'est un séisme absolu. C'est tout l'écosystème local qui s'effondre. Le petit commerce, les services publics, Tout disparaît. Et ça crée une précarité partagée qui brouille complètement les anciennes lignes syndicales ou politiques. Ce qui explique des mouvements très étonnants, comme les bonnets rouges en Bretagne. L'auteur en parle longuement. Oui, autour de Châteaulin ou Carhaix. Et ce qui frappe avec les bonnets rouges, c'est l'alliance inédite. On avait des ouvriers, des paysans et des petits patrons. Ensemble. Exactement, tous unis, non pas par une lutte des classes classiques, mais par une conscience territoriale. Ils sont tous loin des grandes métropoles régionales qui captent l'argent. Ils se rendent compte qu'ils sont dans le même bateau de la France périphérique. Voilà. Et ça met en lumière un autre immense clivage que l'auteur dissèque, celui de la mobilité. Ah, le fameux bougisme. C'est vraiment le cœur du problème. D'un côté, on a l'idéologie des élites où être mobile, c'est la vertu suprême. Il faut voyager, changer de ville, s'adapter. Sauf que la mobilité est devenue un vrai marqueur de classe. Pour les classes populaires, la mobilité, ce n'est pas un week-end à Barcelone. C'est prendre sa voiture tous les jours pour aller bosser à 20 km. Et les chiffres de la source sont terribles. 20 km par jour, ça coûte environ 250 € par mois. C'est près d'un quart d'un SMIC. C'est gigantesque. Donc ils payent le prix fort d'une mobilité qu'on leur a imposée. C'est une mobilité contrainte, avec un lourd impact écologique et surtout économique. Et le texte cite d'ailleurs une anecdote assez grinçante du philosophe Jean-Claude Michéa. Sur la gauche kérosène. C'est ça. Il décrit une élite intellectuelle nomade, incarnée par des figures comme Jacques Attali, qui est constamment dans des avions, totalement déconnecté du peuple. Et en face, on a des gens coincés. Le concept d'immobilité résidentielle est tragique. C'est le retour forcé à la sédentarité. Reprenons l'ouvrier des Ardennes, son usine ferme. On lui dit souvent d'en haut « traverser la rue » ou « traverser le pays ». Sauf qu'il ne peut pas. Sa maison, qui était le fruit du travail de toute une vie, a perdu toute sa valeur parce que la zone est sinistrée. Il ne peut pas la vendre pour acheter un 2 pièces hors de prix dans la métropole lyonnaise ou parisienne. C'est impossible. Donc ces personnes sont littéralement assignées à résidence. Et cette assignation à résidence, cette dépossession, ça se traduit forcément dans les urnes, ce qui nous amène au constat politique. Le séisme politique, oui. Abstention massive, montée des populismes, vote Front National. Et c'est là qu'on doit bien comprendre le phénomène sans tomber dans le jugement de valeur. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, l'auteur a une thèse très forte. Il dit que ce vote n'est pas du tout le fruit de l'ignorance. C'est souvent la caricature qu'on entend pourtant. Le fameux vote de colère irrationnel. L'ouvrage rejette ça en bloc. Il parle d'un diagnostic par le bas. Pour lui, c'est une réaction profondément rationnelle d'une population qui subit les effets réels de la mondialisation. Et qui subit aussi les effets de la société multiculturelle, ce qui amène à ce concept d'insécurité culturelle. Un concept souvent mal compris d'ailleurs. Oui, l'auteur insiste beaucoup pour dire que ce n'est pas lié à un racisme intrinsèque ou je ne sais quoi. C'est la crainte de devenir minoritaire sur son propre territoire. Et le livre prouve que cette angoisse est universelle. Ce n'est pas une spécificité française. Il donne des exemples internationaux qui m'ont beaucoup surpris. Oui, par exemple, en Israël, avec les tensions liées à l'immigration subsaharienne, ou encore au Maroc et en Algérie, où on observe un vrai racisme face aux travailleurs chinois ou subsahariens. Ce qui montre que l'instinct de préserver son village, son environnement immédiat, ça touche toutes les cultures du monde. Absolument. C'est ce que l'auteur nomme la préservation de son capital d'autochtonie. Le capital d'autochtonie, c'est ce sentiment d'être chez soi, avec ses codes, ses repères. C'est le seul capital qui reste à ceux qui n'ont plus de capital économique. Et quand ils ont l'impression de le perdre, ils développent des stratégies. Comme le séparatisme, c'est le terme qu'il emploie. Et attention, ce séparatisme, il précise bien que ce n'est pas par haine de l'autre. Non, c'est décrit comme un mécanisme pacifique, une stratégie d'évitement. Les classes populaires, qu'elles soient d'origine française ou d'ailleurs, issues d'une immigration ancienne, s'éloignent pour éviter les conflits territoriaux.
Elle recherche ce que l'ouvrage appelle un hinterland culturel. Un hinterland, une sorte de zone refuge où on peut maintenir son mode de vie. Exactement. C'est une fragmentation invisible mais très profonde de la société. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce qu'on vient de brosser un tableau qui est quand même assez lourd, hein. C'est une radiographie très crue de notre époque. Pour quiconque cherche à comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est vital de réaliser ça. La majorité de la population vit hors des radars. Et surtout, elle a un diagnostic sur la société qui est à l'opposé total de celui des élites. C'est une grille de lecture indispensable. Ça éclaire l'actualité d'une manière bien plus utile que les débats télévisés quotidiens. Mais ça soulève aussi une vraie question pour l'avenir. Est-ce qu'on est condamné à ce face-à-face figé? Cela soulève une question importante, en effet. Et l'auteur ouvre une piste très intéressante à la fin, sur ce qu'on appelle les nouvelles ruralités. Ah oui, les initiatives portées par des départements comme l'Allier, le Cher ou la Creuse. Voilà. Réfléchissons un instant. Et si cette France périphérique, qui est contrainte à la sédentarité, décidait finalement de contourner totalement le modèle des métropoles, C'est-à-dire? créer son propre système? Exactement. Créer une véritable contre-société, basée sur la relocalisation économique, les circuits courts. Une redéfinition de ce qu'est la richesse, en fait. C'est ça? Dans ce modèle, le petit village ou la ville moyenne ne serait plus du tout un symbole de repli ou d'échec. Ça deviendrait presque une avant-garde. L'avant-garde d'un nouveau système post-mondialisation peut être bien plus résilient face aux crises écologiques. C'est une pensée hyper provocatrice, mais fascinante. L'avenir ne s'écrit peut-être pas sous les néons des métropoles, mais dans l'ombre de la France périphérique. Il y a de grandes chances, oui. On va garder cette réflexion en tête. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration en profondeur. Avec grand plaisir. À très bientôt à tous pour un nouveau décryptage. Prenez soin de vous et continuez de lire entre les lignes.